Bonjour, aujourd'hui nous recevons Pierre Dudiezer. Bonjour, monsieur Cuche et monsieur bonjour. Voilà, donc j'ai présenté Pierre, donc marié, donc 71 ans, marié depuis 52 ans, un fils, maire de Vendargues, les Républicains, depuis 89, donc ça va bientôt faire 30 ans. Ça fera 30 ans au mois de mars. Voilà, 5e mandat, Oui. en cours. Alors a commencé sa vie professionnelle en vendant des asticots. Oui. Hein. Ensuite, il s'est lancé dans la politique. Je vendais des asticots et des armes, parce que j'étais armurier, mais c'est un métier. C'est un métier noble. Donc a commencé par la vente d'asticots, ensuite est parti dans la politique. Non, Attendez, laissez-moi terminer. Je ne suis pas marchand d'asticots, non mais attendez, je ne suis pas marchand d'asticots. Je suis un armurier, comme j'avais un rayon de pêche, je vendais des asticots. Voilà, on vous avez commencé par la pêche, et maintenant on vous demande de retourner à la pêche. Voilà. Voilà, donc 2 armureries, un magasin de tennis. Mais je peux retourner à la chasse aussi. Voilà. Enfin, cocher. C'est des subtilités, quoi. Donc 2 armureries, un magasin de tennis et 2 clubs de tennis. A toujours aimé la politique. Et un baltrap. Et un baltrap. Donc a toujours aimé la politique, suppléant de l'ex-maire de la Grande Motte, René Couveigne. Voilà. A été élu donc avec 60% contre 2 listes au premier tour aux dernières élections. Donc a été très longtemps très lié avec Georges Frêche. Mais j'étais son vice-président pendant, je crois, une vingtaine d'années. Avec Georges Frêche, il y avait Jean-Pierre Amour aussi. J'ai fait tout le mandat de Jean-Pierre Amour comme vice-président avec lui. Voilà, alors j'ai quelqu'un qui m'a dit que vous étiez un humaniste, que vous parliez sans langue de bois, un homme de terrain, de dialogue, mesuré, pas rancunier. Un défaut, être trop gentil et impatient. Je ne suis pas rancunier, mais j'ai de la mémoire. Hein. D'accord. Voilà. Par les temps qui courent, ça sert à la mémoire? Je ne sais pas. Donc cette année, ça a été l'année un peu dure. Vos 2 chevaux sont morts. Ah, j'ai passé un été, oui, j'ai passé un été très difficile. J'avais deux magnifiques chevaux frisons qui sont partis au mois d'août, là, dans des conditions compliquées, donc c'était très dur. Oui. Donc vous avez un nouveau cheval qui vous prend beaucoup de temps. Et donc vous êtes à l'origine aussi des calèches à Vendargues pour les enfants, pour amener les enfants à l'école et pour ramasser les ordures. Oui, j'ai 5 chevaux territoriaux, qui sont des chevaux comtois ou percherons. Ce sont des chevaux territoriaux donc, qui appartiennent à la mairie, qui amènent 160 enfants tous les jours dans les écoles de la commune. On a 5 écoles. Et c'est un bonheur pour les enfants et c'est le meilleur mixage social qu'il puisse y avoir, puisque dans les calèches, tout le monde monte. Rassurez-nous, ce n'est pas les mêmes calèches qui amènent les enfants à l'école et qui ramassent les ordures. Non, dans les ordures, il y a une benne à ordures, et pour les enfants, il y a des calèches avec des coussins et tout le confort pour emmener les enfants. Voilà. Ensuite, donc, aime la musique, les randonnées dans les Pyrénées. Et dernièrement, je suis dans les confidences. Pour vous consoler, vous êtes allé acheter un chien à la SPA. Non, je ne suis pas allé acheter un chien. Ce sont mes petites filles qui sont allées me chercher un chien à la SPA. Voilà. D'accord. Ça fait tout. Hein. Ben oui, ben écoutez. Donc on va commencer par la une du 816 du prochain numéro. Donc on attaque à la une avec un article sur Google qui s'installerait à Montpellier. Et c'est pas très bien vu du côté des startups montpelliéraines parce que Google s'installerait à l'hôtel de ville French Tech et cela ne les enchante guère. Un dossier très intéressant à lire, à découvrir. Ensuite, on laisse tomber un peu les gilets jaunes cette semaine. On part sur l'Occitanie et sur des fêtes coquines, très coquines qui se présentent. Voilà, on fait une enquête de ce côté-là aussi.
Un dossier sur l'insulte, pour rebondir un petit peu sur nos affaires. L'insulte, l'expression préférée des politiques d'ici. Voilà, et on revient aussi sur l'élu qui était là à votre place la semaine dernière. Nous lui demandons si elle avait parrainé Poutou. Elle nous a dit non. Et c'est marqué sur le journal officiel. Alors on se demande si elle a oublié son parrainage. Qui c'était Marie Meunier, une élue régionale. Voilà. Voilà pour le prochain numéro avec plein d'autres petites infos croustillantes et drôles, nous l'espérons. Voilà, donc Pierre Dudieuzert, est-ce que vous lisez régulièrement La Glorieuse? Ah, je le lis depuis que vous êtes, depuis l'origine. Voilà. Alors je le lis. D'abord, je le lis. La première des lectures, c'est savoir si j'y suis dedans. Parce que des fois vous m'amusez, vous m'intéressez, mais des fois vous m'avez eu énervé, vous le savez. Mais c'est bien, parce que moi je trouve que la presse c'est quelque chose de noble et la liberté de la presse est très importante. Mais je le lis toutes les semaines, bien sûr. Le mercredi matin, j'achète Le Canard enchaîné et La Glorieuse. J'espère que le parallèle vous plaît. Ça va. Ça va. Cette semaine, nous avons fait un sujet donc, sur l'insulte en politique. Est-ce que vous trouvez qu'elle est présente, l'insulte en politique? Non, je ne trouve pas qu'il y a beaucoup d'insultes en politique. Je trouve qu'il n'y a pas d'insultes parce qu'il n'y a plus de débat. Il n'y a plus de débat, donc il ne peut plus y avoir. Moi, vous savez, j'ai appris et on l'a dit tout à l'heure, j'ai fréquenté et j'ai eu beaucoup de débats et beaucoup de séances avec Georges Frêche. Donc c'était quelqu'un qui était fort en gueule, qui était grand d'intelligence, mais il savait insulter les gens. Quoi. Maintenant, il n'y a plus de débat, donc il ne peut plus y avoir d'insultes. Bah, parfois ça fuse un petit peu. Non, il n'y a plus d'insultes. Là où je fréquente, d'abord dans les conseils municipaux que je préside, il n'y a pas d'insultes, parce que je ne permettrai pas. Et deuxièmement, à la métropole, puisque il n'y a aucune insulte. Il n'y a pas d'insulte. Et c'est pas plus mal. Hein. C'est pas plus mal. Il y a l'Assemblée, il n'y en a plus. Hein, vous savez, les députés comme ils sont, on a connu des députés qui étaient francs-gueules, mais maintenant il n'y en a plus. Quoi. Donc il n'y a plus d'insultes. À mon avis, il n'y a plus d'insultes. Il y a longtemps que je n'ai pas entendu, hein, ça c'est clair. Et donc la politique est devenue aseptisée. Entre les éléments de langage et les tweets. La politique est devenue complètement aseptisée et elle est devenue. Parce qu'il n'y a plus de débat. Il ne peut plus y avoir de débat parce que dès qu'il y a le moindre débat, c'est soit des tweets qui partent, soit on est poursuivi, soit on est viré. Et je ne voudrais pas rentrer dans le sens de quoi. Ce qui devient lamentable, c'est qu'on ne peut plus avoir de débat. Voilà. Parce que politiquement correct et vous regardez la télévision, hein, il n'y a plus de débat. C'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'y a plus de débat qu'il y a eu. Moi, je me rappelle quand il y avait les émissions de Polac, quand il y avait toutes ces émissions-là, il y avait des débats. Il y avait des débats, ça partait, ça parlait, mais... Est-ce qu'il n'y avait pas des débats parce qu'ils s'insultaient, justement? Ben oui, mais parce que c'était... Mais là, je crois que la libre parole, c'est ça. Hein. Et l'insulte n'est pas le seul moyen de s'autonomiser de ce double carcan des éléments de langage et des tweets. Mais complètement... Non, peut-être pas, parce qu'on peut se parler sans s'insulter, déjà. Je crois que là, c'est quand même un bon truc. Mais avant, on se parlait, avant même dans les familles, on arrivait à se parler, on arrivait à se contredire, et ça n'empêchait pas de se parler derrière. Maintenant, on peut dire quoi que ce soit quelqu'un, parce que dès qu'il y a le moindre propos, ça part où il ne faut pas. Voilà. Vous savez ce que c'est la loi Godwin? Non. La loi Godwin, c'est le principe que plus une discussion dure, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant des nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1. Oui, mais c'est notable. Voilà, mais tout est là. Donc l'insulte est-elle la loi Godwin du débat de fond? Tout à fait. C'est-à-dire que maintenant, si tu parles de... On ne peut plus parler, et si on parle, quoi qu'on dise, soit on est raciste, soit on est fasciste. Voilà. Et le débat s'arrête là. Donc ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de débat de fond sur rien. Voilà. Pas compliqué.
c'est la pauvreté de la vie politique, et même de la vie journalistique. Hein. Partout, c'est pareil. Avez-vous été victime d'insultes en politique? J'en ai eu, oui, j'en ai eu, oui, j'en ai eu, mais j'en ai eu, je ne dirais pas par qui, parce que j'ai oublié. Je n'ai pas oublié, mais je ne veux pas y revenir dessus, ça me laisse trop. Vous avez fait vous avez appelé, enfin, vous êtes allé en justice? Non. Non. Non, je vais y aller là, pour ce qui s'est passé, contre le journaliste du DOC et de la Gazette. Mais je n'ai pas poursuivi en justice un élu. Quoi. Donc revenons là sur cette histoire là de prise de position sur des retweets. Vous avez retweeté un garçon qui s'appelle Thomas Joly, parti général de la France, c'est ça? Je ne sais pas qui c'est. Alors, il disait en fait sur ses tweets, il disait qu'il y avait peu d'immigrés afro-maghrébins dans les Gilets jaunes. Et il y avait un autre tweet en disant qu'il fustigeait un petit peu l'enseignement de l'arabe dès le CP. Oui, mais ça, attendez. Là, c'est la base de ce qu'on disait tout à l'heure. Ça, c'est une opposition politique. Je veux dire, moi, j'ai vécu grandes heures de la Ve République, notamment que ce soit avec De Gaulle, avec Chirac, avec Mitterrand et avec d'autres, où il y avait des débats. Il y avait des débats sur la peine de mort, il y avait des débats sur l'avortement, il y avait des débats avec Badinter et tout ça, on avait des débats. Et chacun avait sa position politique. Il n'y avait pas de tweets à l'époque, mais chacun avait sa position politique. Moi, j'étais au RPR, j'étais contre la peine de mort. C'était des positions qu'il fallait défendre. Mais à l'époque, on pouvait s'exprimer. Maintenant, moi, je suis pour pas que la langue arabe, pour que l'arabe soit appris au CP. C'est une position politique que je défends. J'ai ma petite fille qui veut devenir prof de latin grec. On est loin de l'arabe au CP. Et en plus, on peut faire un débat là-dessus. Mais ça ne me gêne pas qu'il y en ait qui soient pour. Ça ne me gêne pas. C'est un débat politique, de politique politicienne. Alors, si on ne peut plus l'avoir, on peut parler de l'élevage des escargots en Bourgogne. Mais ce n'est pas de la politique. Et c'est pas... Vous savez, les Gilets jaunes, ils arrivent pour ça. Hein. Ils arrivent parce qu'on parle plus de bien, ils n'ont pas les choses. Donc en fait, vous avez traité de raciste parce que vous avez dit qu'il y avait peu d'immigrés. Vous avez retweeté un tweet d'un compte qui est plutôt, on va dire, d'extrême droite. Non, mais les comptes, ils ne sont pas d'extrême droite et d'extrême gauche. La liberté de... Peut-être aujourd'hui, je vous parle, là. Demain, on va me dire, hein, mais tu es allé là-bas, tu as parlé à ce type, il n'est pas bien, ici, mais c'est pas... La liberté d'un tweet, la liberté de la presse et la liberté de la politique... Hein. Est-ce que comment il s'appelle, Joly, est-ce qu'il est interdit de parler? Est-ce qu'on lui interdit de faire de la politique? Est-ce qu'on lui interdit de faire des tweets? Est-ce que les gens... Moi, je suis fondamentalement contre le Front National. Bon, mon père était injuste, c'était au Kyrgyzstan, donc je n'ai jamais approché le Front National, je le vomis, et je n'ai jamais voté Front National, bien sûr. Bon. Donc, ce que je veux dire, il ne faut pas me traiter de ça, ça me blesse. Mais voilà. La position de vous avoir viré du conseil de métropole parce que vous avez retweeté deux choses, est-ce que vous trouvez ça injuste? Non, mais ça, c'est une galéjade. Ça. La position de Philippe Sorel, c'est une galéjade. C'est-à-dire qu'il ne m'a pas viré pour ça. Il m'a viré, je vais vous dire pourquoi il m'a viré. Il m'a viré parce que j'ai eu l'honnêteté de dire que je ne me représentais pas en 2020, parce qu'il veut, donc je suis devenu un Kleenex. Il a pris, il l'a jeté par terre. Deuxièmement, il veut donner mon poste, le poste de vice-président à un élu qui se représente et qui sera certainement le maire de Juvignac. Et puis troisièmement, parce que... Au maire de Juvignac? Oui, je pense, oui. Qui se représente? Pourquoi vous dites qui se représente? Qui se représente, mais parce qu'il va se représenter. Oui, d'accord. Le maire de vice-président va être là, c'est un maire socialiste, qui est un maire de qualité, et qui gère bien sa vie, et avec qui je m'entends bien, mais voilà. Et troisièmement, parce que je le tanne depuis que je suis dans ma fonction, notamment délégué pour les routes autres, en lui disant que les maires ont besoin d'une augmentation du budget de 20% pour gérer les routes et les espaces verts dans nos villages, et il ne veut pas les donner. Donc voilà, donc c'est une opposition, mais après, les tweets, c'est une galéjade. Et s'il m'avait demandé... S'il m'avait dit, voilà, tu ne te représentes pas, j'ai besoin de ton poste pour faire plaisir à quelqu'un,
je l'aurais accepté, mais pas comme ça. Là, il m'a insulté. Est-ce que vous Et il ne m'a pensez... jamais reçu. Il ne m'a jamais reçu. Vous lui avez Moi, demandé audience? Non, non, il ne m'a jamais reçu. Quand on est patron d'une équipe, hein, quand on essaie d'être un leader, Fresh n'aurait jamais fait ça. Ni comme ça. Jamais. Voilà. Donc je dis juste ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une fracture concernant l'image des femmes? Parce que dans le dossier, il y avait aussi une gilet jaune un petit peu courtement vêtue. Ouais, mais ça aussi, ça, attendez, ça. On a parlé du canard enchaîné, on a Rakiri, et moi le lendemain sur mon site j'ai publié des proches comme ils s'appellent les Coluche et tout ça, mais on est où là? On est où? Mais on est si on peut plus, si pas, vous comprenez, on parle actuellement, l'homme politique est à l'envers de ce qu'il était il y a 30 ans. Quand j'ai démarré ma vie politique, Georges Frêche le disait bien, Georges Frêche disait, quand on est élu, on est propriétaire de la parole. Parce qu'elle porte, parce qu'on vous écoute, et parce qu'elle peut donner une direction. Et maintenant, les gens comme Sorel et son entourage disent, quand tu es élu, il ne faut rien dire. Mais moi, je ne sais pas faire ça. Je ne sais pas qui vous avez interrogé tout à l'heure, mais il a dit les francs. C'est exactement le contraire. Hein. Moi, si vous avez des lunettes rouges, si elles me plaisent, je vous le dis, et si elles ne me plaisent pas, je vous le dis. Après, vous votez pour qui vous voulez. Mais pourquoi il y a tous ces problèmes? Pourquoi? Parce que les gens ne disent plus les choses. Il ne faut pas dire, il ne faut pas, dans la vie, et moi, quand je trouve quand je vois une tweet, puisque vous êtes à la mode, bon, je vois ça m'a fait rigoler, je vais retweeter, voilà. S'il faut me couper la tête sur ça, on va couper la tête, mais il y aura beaucoup de têtes par terre. Je vous signale que là, ce qui s'est passé, tout le monde a trouvé ça lamentable. Et la position de Sorel, tout le monde l'a trouvé lamentable. Considérez-vous que vous avez été victime d'une chasse aux sorcières? Oui, oui, complètement. Parce que c'est une chasse aux sorcières opportune, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'il y a quand même 2 ou 3 de ces vice-présidents et de ces adjoints qui ont fait pire que moi, dans le passé. Je ne vais pas citer de nom, parce que moi je ne balance pas. Mais enfin, il y a des... Vous pouvez citer, ici on a la gloire. Ouais, non, mais il y a des... Non, mais moi je suis de résistance, je ne dénonce pas. Il y a des adjointes qui ont fait des tweets qui ont été malheureux. Il y a des vice-présidents qui ont cassé la gueule à des maires qui sont vice-présidents à la sortie d'une forte exposition, parce que peut-être ils étaient un peu avinés ou autre. Et là, Sorel, il n'a rien sanctionné. Donc c'est carrément une chasse aux sorcières, parce que je suis un maire qui ne se représente pas, et peut-être parce que je suis de droite. Voilà. Vous savez, c'est difficile d'être de droite dans l'Hérault, et dans la métropole de Montpellier. Pourquoi? Parce que c'est difficile, ça a toujours été difficile. Voilà. Vous n'êtes pas nombreux, vous savez. Vous n'êtes pas nombreux, et vous n'êtes pas soutenus. Et on n'est pas soutenus, et on ne s'entend pas. Mais vous savez, les maires de droite dans l'Hérault, on ne peut même pas faire dans la métropole, on ne peut même pas faire une relote. Et où était Alex Larue le jour du vote? Il était là, Alex Larue. Il a voté? Oui, il a voté, il a pris la parole, il a voté. Non, Alex Larue, il a été très clair, il s'est exprimé. Non, il a été... Il vous a défendu? Mais il a défendu, il a expliqué son vote, il a voté pour que je sois exclu. Mais c'était sa position que je respecte. Vous savez, toutes les personnes, et notamment tous les maires qui ont voté pour mon exclusion, je les comprends, parce que c'est difficile d'être... Moi, j'ai la chance d'avoir une commune qui se porte bien, qui a un bon bilan financier, je baisse les impôts tous les ans, je n'ai pas de soucis, vous la connaissez, hein. C'est un petit paradis à Vendard, hein, vous le savez. Bon, voilà. Donc, mais il y a beaucoup de maires qui ne sont pas comme moi et qui ont besoin de cette relation et de l'appui financier ou autre de la métropole. Donc je les comprends. J'ai eu beaucoup de témoignages, que ce soit en séance ou hors séance, qui m'ont appelé, qui m'ont expliqué. Et donc tous les élus, quels qu'ils soient, qui ont voté pour que je sois mis dehors, je ne leur remets pas du tout. Il n'y a qu'une personne, c'est Sorel. Voilà, tout le reste, il n'y a pas de souci. Est-ce que votre éviction est-elle une conséquence de la politisation de la métropole? Oui, ça, je sais pas, parce que la politisation de la métropole, à un moment donné, ça, vous savez, la vie politique, la politisation, c'est la vie politique, c'est la gestion de la cité. Après, je sais pas.
Je pense que si j'avais été de gauche, il ne m'aurait pas viré. Pourquoi ne pas avoir siégé le soir de votre renvoi? Je ne suis pas allé siéger le soir de mon renvoi parce qu'il a commencé à faire une réunion le matin avec les maires et les vice-présidents et 10 minutes après, je recevais un arrêté de la métropole disant que j'avais plus de délégation. Donc sans délégation, ça s'arrête. Puis je n'ai pas l'habitude d'aller, vous savez, je ne fais pas la quête devant l'église. Moi. Si ça ne gêne pas que je dise que je parle d'église. Pourquoi personne n'a demandé un vote à bulletin secret? Bien, ça a été demandé. Alex Larue l'a demandé, c'était refusé par le Ah d'accord. Ouais. Donc vous avez démenti là sur l'histoire là qui s'est passée sur le doc, là sur le pure player, là sur les insultes à Sophie Salel. Non, alors je vais vous dire, la Sophie Salel, ça m'a beaucoup touché. Parce que Sophie Salel est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, notamment avec Georges Frêche et Jean-Pierre Lemont. C'est une personne que j'adore, que je trouve de très très grande qualité. Je n'ai jamais prononcé de mots comme ça. D'ailleurs, le doc ne dit pas que je les ai prononcés, il dit que c'est quelqu'un qui lui a dit que je porte plainte en diffamation contre le journaliste du doc. Et j'embrasse très fort Sophie Salel. Voilà. Et parce que ce qui se dit, hein, c'est que ça aurait été dit un samedi matin, comment ça s'appelle, au Nouveau Marché, là, au Hall des Sacs, en compagnie du DIRCAP du maire de Saint-Georges et du DIRCAP de maire de Saint-Georges d'Orc et de Rabbi Youssouf. Oui, voilà. Mais moi, je n'ai pas dit ça. D'accord. J'ai rien dit. Mais la différence entre Rabbi Youssouf, puisque vous le citez, et moi, c'est que moi, je bois que de l'eau. D'accord. Voilà. Même pas dans les inaugurations. Voilà. Et je parle bien la langue. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit marcher sur des œufs en politique? Marche sur des œufs, ceux qui ont envie de marcher sur des œufs. Vous savez, moi j'ai mon caractère, hein, j'ai mon franc-parler, et vous l'avez dit tout à l'heure, je suis à mon 5e mandat. Hein. Donc je dis ce que je pense, et puis ça n'empêche pas d'être élu. Il y avait combien d'habitants à Vendôme en 1989? 4002. Et aujourd'hui, il y en a combien? 6002. Je suis la ville qui a le moins de candidats de toute la métropole. On prend en gros 2%, 2,5% par an. 2000 habitants en plus. Oui, sur 30 ans. C'est pas beaucoup par rapport aux autres communes? Ah non, c'est pas beaucoup, non. Regardez, c'est pas beaucoup. Non, non, c'est une volonté politique. De maîtriser la croissance? De maîtriser, mais c'est de plus en plus difficile. Parce que les lois, plus les socialistes gèrent, et plus c'est compliqué de maintenir l'urbanisme. Pourquoi les socialistes? Parce qu'ils imposent, de construire, ils imposent d'abord vous savez, moi je n'ai jamais mis quelqu'un d'autre. Chaque fois qu'on a mis un terrain à construire, c'est que d'abord le poste le permettait et que deuxièmement les propriétaires terriens voulaient le vendre. Voilà. Donc, et maintenant les lois, et notamment la loi du flot qui est une catastrophe, dit qu'il faut économiser l'espace. Donc vous allez avoir des verticalités partout dans tous les villages. Et c'est une catastrophe. Donc dans le Midi Libre, vous avez déclaré que vous arrêtiez en 2020. Vous confirmez? Oui, je confirme que j'arrête en 2020. Et j'arrête en 2020 pour plusieurs raisons. Parce que d'abord j'aurai 73 ans et vous savez, pour faire ce que je fais, il faut avoir une vision à 20 ans. Le maire est là pour préparer sa ville ou son village pour les 20 ans qui arrivent. Moi j'aurai 73 ans, donc si je me représentais, j'en aurai 79 à la fin, je crois que c'est pas raisonnable. Puis j'ai depuis une vingtaine d'années autour de moi une équipe, et notamment un premier adjoint que je vais soutenir, voilà, bien sûr. Donc quel est le meilleur et le pire souvenir de vos mandats? Bon, le pire, je ne veux pas en parler. Le meilleur, après, j'en ai plein de meilleurs. J'en ai plein, mais le meilleur, le pire, hein, le pire, il est social. Il est social. Je ne veux pas en parler. Et le meilleur, il est social aussi. Voilà. Pourquoi social? Parce qu'il est social, parce que quand vous aidez une famille et que vous avez un enfant qui vient vous amener un bouquet de fleurs ou qui vient vous embrasser et que vous l'avez sorti de là où il ne faut pas, il n'y a rien de plus beau. Moi, je suis pas un homme, j'aime pas les honneurs, donc
j'ai pas de médaille, j'en veux pas, voilà quoi. La montée en puissance de l'intercommunalité est-elle sans fin? C'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce qu'on éloigne le citoyen de l'élu, l'élu de la décision, et c'est une des raisons pour lesquelles je m'arrête. Voilà. Et ça, je l'ai dit à Philippe Sorel il y a quelques temps, je le sais arriver, Macron a beaucoup accentué tout ça, je trouve que c'est une catastrophe. Est-ce que face à toutes les attributions que la métropole a récupérées, est-ce qu'il y a eu une réduction des employés municipaux dans une ville comme Mandargues? Oui, il y a une réduction, puisqu'on a... Moi, j'ai réduit, parce que j'ai par exemple un DGS qui est parti, je ne l'ai pas remplacé. J'avais un DGS adjoint, je ne l'ai pas remplacé. J'avais une secrétaire à mon cabinet qui est partie, que je n'ai pas remplacée. J'ai fait, par exemple, sur l'année dernière, j'ai fait 140 000 euros ça m'a fait une économie de 140 000 euros de salaire, hein, et qui ont été vite remplacés par les augmentations de grade, de tout ça. Non. Moi, j'embauche plus. Voilà. Mais vous savez, c'est pas un argument, ça, parce que les impôts de la ville de Mandargues, de Baillargues, de Saint-Genès-des-Mourgues, de Castries, ou les impôts de la métropole, ils sont pris dans votre poche, hein, ou dans la mienne. Hein. Personne ne les invente. Hein. Donc, on va parler un peu des Gilets jaunes. Selon vous, qu'ils incarnent quoi? Alors, les Gilets jaunes, moi, je suis allé les voir samedi, pas ce samedi, le samedi avant, puisque j'ai deux ronds-points qui étaient occupés, le rond-point de Leclerc et le rond-point de Lidl. J'ai longuement discuté avec eux. Alors, il y avait dedans, d'abord, il y avait toute mon opposition de gauche, donc quand on dit que le Front National, c'est pas vrai. Et puis il y avait surtout des gens qui travaillent, qui n'arrivent pas en fin de mois. Et il y avait surtout des retraités qui aussi n'arrivent pas. Il y a des retraités, des gens qui étaient cadres et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et qui sont assez remontés et qui surtout n'arrivent pas à comprendre où passe leur argent. Voilà, et ce soir, je pense que le président Macron aura beaucoup de difficultés à expliquer tout ça parce que les gens sont prêts à dire qu'on leur prend 50 ou 100 euros, mais ils veulent savoir où ça passe. Et ils ne le comprennent pas. Et j'y suis allé aussi pour dire, puisque dans ces ronds-points, chaque fois, il y avait 2 ou 3 gendarmes, pour leur dire mon soutien aussi, parce que je voulais que tout se passe dans le calme. Mais les Gilets jaunes, hein, comme tous les mouvements sociaux, il faut les écouter. Il faut leur parler, il faut les comprendre. Selon vous, le succès de ce mouvement, est-ce que ça sonne le glas des partis, des syndicats et de la démocratie représentative? Non, ça sonne le parti, ça sonne le glas de Macron. Macron, vous savez, c'est un épiphénomène qui est arrivé, que personne n'a compris, qui est arrivé là, voilà. Et moi, je n'ai pas voté pour lui, donc je pense que j'avais peut-être pas trop tort, et je pense que ce gars avait la meilleure des choses, il faudrait qu'il parte. Quoi. Voilà. Comment ce mouvement peut-il prendre fin? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je dois vous dire que je suis... Vous savez, quand on gère un village, hein, quand on gère une ville comme ça, on gère une population, moi j'ai 6 000 habitants, on gère un budget, on gère des gens qui travaillent. Moi j'ai une zone d'activité où il y a 3 000 emplois. Vendredi matin, Système U, où il y a 1 200 emplois, était bloqué. Donc j'y suis allé, ils avaient mis des branches pour brûler, on les a fait dégager avec les gendarmes, on a discuté, il n'y a pas eu de souci. Mais je leur ai expliqué que c'était les mêmes gens qui travaillaient, on était au même endroit là. Donc je ne sais pas, je suis très inquiet quand même, et je n'ai pas de solution miracle. Hein. Je veux dire, il faut, à mon avis, il faut redonner du pouvoir d'achat aux personnes qui travaillent. C'est pas normal qu'en France, il y a des gens qui travaillent, et qu'à côté, il y a des gens qui ne travaillent pas et qu'ils aient les mêmes revenus. Vos indemnités cumulées ville et métropole, ça fait combien? Mais là, à la ville, j'ai 1 500 euros, et à la métropole, j'ai 1 000 euros. J'ai 2 500 euros. Vous estimez que c'est bien payé? Non, j'estime que maintenant, j'estime que c'est bien payé. Parce que je ne demande rien de plus. Bon. Mais quand j'ai été élu, vous l'avez gentiment rappelé tout à l'heure, hein, j'avais 40 ans, je gagnais dans mon métier, dans mes commerces, 10 fois ce que je gagnais à la mairie. 10 fois? Oui, donc ça m'a posé des problèmes. Oui, tout à fait. Ah oui, j'avais des bons bilans. Oui.
Donc on va terminer par les 2 dernières questions. Donc d'abord la question langue de paye. Peut-on dire d'abord que vous êtes lâché sur les réseaux sociaux, puis que vous avez été lâché par tout le monde? Si c'était à refaire. Non, non, moi je ne me suis pas lâché sur les réseaux sociaux. Moi je vous le dis, j'ai de l'humour. Vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour, ce sont des gens tristes. Donc je les laisse à leur tristesse. Et si c'était à refaire, je ferais pareil. Voilà. D'accord. Et on va terminer donc par la question chapeau, si vous voulez bien choisir. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est marqué là? Avez-vous désigné votre successeur? Oui. Si oui, c'est qui? C'est un bon moyen de le flinguer, non? Alors, mon successeur, oui. Alors, je vais vous dire, je vais reprendre votre question en français. Républicain. Excusez-moi, je n'écris pas trop en français. Non, je ne dis pas que vous écrivez. Non, en français républicain. D'accord. D'abord, je vais vous dire, on est en républicain et on n'est pas dans la royauté. Donc, je ne désigne pas un successeur. Je vais aider mon premier adjoint qui s'appelle Guy Lauré. Bon, premièrement. Deuxièmement, ce sont les électeurs qui vont choisir. Voilà. Et s'il est élu, eh c'est lui qui va faire la campagne, voilà. Mais ce n'est pas le meilleur moyen de le flinguer. Parce que si c'était je ne pense pas. Voilà. Parce que je vais vous dire, beaucoup de personnes me disent tu devrais te représenter. Et puis 2 ans après, passer la main à ton premier adjoint. Je ne conçois pas, il y a beaucoup qui l'ont fait. Vous parliez de René Couvin et l'autre. Je ne conçois pas la démocratie comme ça. Ce que je souhaite, c'est que mon premier adjoint, qui s'appelle Guy Lauré, je le dis, qui est buraliste à Van d'Arc, je vais le soutenir parce que je vais pas me présenter et lui passer la main après, parce que je veux qu'il fasse son équipe à lui. Il va faire son équipe avec ses idées, sa vision, sa jeunesse, et puis s'il est bon, il passera, et s'il n'est pas bon, il sera battu. Ok. Mais je l'ai donné. Voilà. Très bien, mais je vous remercie. Je vous en prie, merci à vous. Voilà.